Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le 26 juillet, il est 16h24 très précisément et je suis grave à la bourre pour ouvrir ce vlog. Je vous en avais déjà parlé précédemment et c'est aussi quelque chose que j'ai fait l'année dernière sous un autre format vidéo, mais je me suis lancée dans un challenge Babelio. Chaque année sur le site Babelio, on peut élire 10 lauréats pour 10 catégories différentes. J'avais déjà participé l'année dernière et j'ai réitéré l'expérience cette année. Et quand le site a affiché la sélection pour l'année 2023, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de livres dont je n'avais jamais entendu parler. Il y en avait 2-3 que j'avais vu passer par-ci par-là et même quelques-uns que j'avais ajoutés à ma palle mais que j'avais pas encore eu l'occasion de lire. L'année dernière, mon challenge consistait à lire chaque lauréat et je vous ai fait une petite vidéo format bullet journal si je me souviens bien. Je vous mettrai le lien ici ou là. Mais cette année, au vu de la sélection, je me suis dit qu'en plus de lire les lauréats, je lirais 1, 2, voire 3 autres livres de la sélection. Et si c'est pas très clair, vous allez comprendre tout de suite. Les prix Babelio sont répartis en 10 catégories, donc on va retrouver littérature française, littérature étrangère, polar et thriller, bande dessinée, manga, jeunesse, jeune adulte, imaginaire, roman d'amour et non-fiction. Et comme l'année dernière, il y a certaines catégories que je ne vais pas m'imposer tout simplement parce que ce n'est pas du tout mon style ni mon format de lecture préféré. Donc par exemple, je ne lirai pas la catégorie bande dessinée et je ne lirai pas non plus la catégorie manga. Chaque catégorie a son lauréat et on va commencer par la catégorie littérature française. L'année dernière, en 2022, c'est Mélissa d'Acosta qui avait raflé le prix Babelio pour la littérature française avec Les Douleurs fantômes, je crois. Et cette année, elle remporte de nouveau le prix, cette fois-ci avec Les femmes du bout du monde. C'est du Mélissa d'Acosta, donc ça se lit tout seul, je me fais pas du tout d'inquiétude. Je vous affiche à l'écran les 10 titres qui concouraient pour cette catégorie. Il y en avait certains qui m'intriguaient et que j'ai lus avant même que le vote soit terminé. Et je pense que je vous en ai déjà parlé pour la plupart. J'ai donc lu Un abri de fortune d'Agnès Ledig et Le bureau d'éclaircissement des destins de Gaël Nohan. Et au cours de ce vlog, je lirai donc Les femmes du bout du monde et je viendrai vous en parler quand j'aurai terminé. Ensuite, on passe à la catégorie littérature étrangère et ici, c'est Bernard Schlink qui a remporté le prix avec La petite fille. Ici aussi, la sélection m'a énormément inspirée et il y a certains titres que j'ai ajoutés directement dans ma palle dès que je les ai vus affichés. Donc avant même de voter, j'avais déjà lu La sorcière de Limbricht de Susan Smith et Memphis de Tara Stringfellow. J'avais aussi ajouté 5 petits indiens de Michel Good à ma palle et j'avais aussi ajouté La petite fille avant que les résultats ne soient annoncés. On passe à la catégorie polar et thriller et c'est mon chouchou de tous les temps, Maxime Chatham, qui a remporté son prix avec La constance du prédateur, que je n'ai pas lu encore, alors que j'ai voté pour lui. Oui, je sais, ça se fait pas, parce que j'ai pas encore lu le roman, donc je sais pas s'il vaut le coup ou pas, mais en même temps, c'est Chatham, je prends aucun risque. Là encore, la sélection me faisait hyper envie, à tel point que j'ai eu du mal à restreindre ma liste, et dans ce vlog, j'ai donc prévu de lire La constance du prédateur, évidemment, puisque c'est celui qui a remporté le prix, L'énigme de la Stouga de Camilla Grebe, La femme de ménage de Freida McFadden, et j'aurais adoré lire Pourquoi tu pleures et L'île de Yule, mais bon, il faut que je me limite un petit peu quand même. Dans la catégorie jeunesse, c'est Les gens sont beaux de Baptiste Beaulieu qui a remporté son prix. Et c'est malheureusement le seul roman de cette catégorie que je lirai, puisque le seul autre qui m'intéressait, c'était Bruxelles d'Éléonore de Villepoix, mais il n'était pas disponible à ma médiathèque. Ceci dit, j'étais un petit peu étonnée de ne pas y retrouver le tome 2 des Mémoires de la forêt, puisque c'était le tome 1 qui avait remporté le prix l'année dernière et j'avais adoré. Et là pour le coup, je crois que j'aurais carrément donné ma voix à ce tome 2 sans même l'avoir lu. Ensuite, dans la catégorie jeune adulte, c'est encore un roman dont je n'avais jamais entendu parler qui a tiré le gros lot. C'est Just Wanna Be Your Brother de Neil Gaiman. J'ai cru comprendre que c'était une suite à une saga ou un roman entre 2 tomes, mais que je peux le lire sans savoir ce qui s'est passé avant. J'espère que c'est vrai. Et ici dans cette sélection, il y avait aussi beaucoup de titres qui me faisaient envie, notamment celui que j'ai entre les mains et que je viens de récupérer à la médiathèque. Le tome 1 de Absolu, qu'on a vu passer absolument partout. Il y a aussi Les Sœurs Hollow de Crystal Sutherland que je m'étais fait offrir à Noël de l'année dernière et que je n'ai malheureusement toujours pas lu. Mine de rien, cette catégorie va vachement m'aider puisque hormis le lauréat, les 2 autres titres que j'ai sélectionnés étaient déjà dans ma pile à lire, du coup ça va m'aider un petit peu à la dégommer.
On arrive à une de mes catégories chouchou, c'est imaginaire, et c'est le dernier Stephen King qui a gagné avec Contes de fées. J'avoue que je suis un petit peu sceptique pour celui-ci, je sais pas trop ce que ça va donner, étant donné qu'il y avait là encore énormément de titres qui m'intéressaient et que j'avais l'impression qu'ils étaient quand même vachement plus populaires. Je pense notamment à Une prière pour les cimes timides qui est le tome 2 de la nouvelle saga de Becky Chambers. J'aurais d'ailleurs adoré le lire, il est disponible à la médiathèque mais le tome 1 n'est pas disponible donc je suis un petit peu embêtée. Soit j'arrive à trouver le tome 1 pour pas trop cher et du coup j'enchaîne le 1 et le 2 et je les ajoute à ce vlog là, soit je les lis pas, je verrai en temps voulu. Bref, dans tous les cas, dans ce vlog, j'ai prévu de lire évidemment Contes de fées, puis 13 de la mère Emeraude de Brandon Sanderson. J'ai aussi prévu de lire La cité diaphane d'Anouk Faure. En fait, je vous dis prévu, mais je l'ai déjà lu, je l'ai terminé juste au moment du vote. Puis arrive ma catégorie favorite de tous les temps, et je suis absolument ironique puisque je parle des romans d'amour. Et pas de chance pour moi, c'est un tome 2 qui a remporté le prix, c'est le tome 2 de Captive. Là encore, j'avais jamais entendu parler ni du tome 1 ni du tome 2. Une saga écrite par Sarah Rivens et apparemment on part dans de la dark fantasy. J'ai peur. Et comme vous le voyez dans la sélection, il y avait plusieurs tomes 1 et c'est évidemment le seul tome 2 qui a remporté le prix. Donc voilà, je vais être obligée de lire le tome 1 pour comprendre quelque chose et ensuite lire le tome 2. Enfin, je vous dis ça, mais entre-temps, je me suis renseignée. Apparemment, Captive, c'est un tome 1, plus un tome 1 et demi qu'il est obligatoire de lire pour comprendre quelque chose, puis ensuite le tome 2. Donc ça veut dire que je vais me faire 3 livres pour comprendre quelque chose. Je crois qu'on va partir quand même sur la lecture au moins du tome 1 de Captive pour voir si ça me plaît et si je continue la saga dans le but de lire le tome 2 et de savoir s'il valait vraiment la peine de gagner ce titre. Et voilà, hein. Parce que si je fais ça, ça veut dire que j'aurais déjà lu 3 titres dans cette catégorie que je n'aime pas du tout. Mais de temps en temps, je peux être surprise. J'ai peur. À la limite, j'aurais aimé ajouter Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabar, mais il n'est pas disponible à ma médiathèque et je suis bien embêtée. Parce que ça m'aurait permis déjà de découvrir la plume de Clarisse Sabar et de lire autre chose que de la dark romance. Bon, je vous avoue que c'est un petit peu le flou pour cette catégorie-là. On verra, vous aurez la surprise, vous allez vous tordre de rire, moi je vais pleurer, je vais me mettre en PLS, ça va être très drôle, on va bien s'amuser. Et enfin, la dernière sous-catégorie, c'est non-fiction, et le titre qui a gagné, c'est un titre de Simone Weil, Seul l'espoir apaise la douleur. Et vous le voyez dans la sélection qui s'affiche à l'écran, on retrouve notamment Nos pères, nos frères, nos amis dans la tête des hommes violents de Mathieu Palin. J'avais d'ailleurs voté pour ce titre-là dans cette catégorie, puisque c'était le seul que j'avais lu. Tout ça, ça me fait un total d'environ 24 livres à lire, je vous dis environ 24 parce que ça dépend principalement de la série Captive, de si je lis le tome 1, 1,5 et 2, ou si ça ne passe pas du tout et que je n'arrive pas à passer le cap du premier tome lu. On verra comment ça se passe, ça dépend aussi de si j'arrive à mettre la main sur le tome 1 et 2 de la nouvelle série de Becky Chambers. Ça me paraît compromis quand même. Autrement, c'est l'été, comme je vous le disais, on est à la fin du mois de juillet et je vous avoue que j'ai déjà lu certains titres, donc on va se retrouver très bientôt. Mais entre temps, je vais vous glisser quelques clips de tout ce qui s'est passé pendant l'été. We've been confusing people with our music for more than a decade. Critics and music lovers alike. No one knows what the hell we are. Even I don't fucking know. Right? But this is as close as we're getting to heavy metal this evening. This is Back from the Dead. Il se pourrait que j'ai craqué. Je vous retrouve pour faire un premier point. J'ai déjà fini certaines lectures que je voulais faire pour les premières catégories. Je vais notamment vous parler de la catégorie littérature française et littérature étrangère.
On va commencer par la première catégorie, littérature française, et pour rappel, le titre qui a reçu le prix Babelio pour 2023, c'est Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta. Je vais commencer avec Le bureau d'éclaircissement des destins puisque c'est le premier que j'ai lu et c'est celui qui m'a le plus tapé dans l'œil quand je l'ai vu dans la sélection. C'est un roman historique et on suit Irène qui est une expatriée française qui vit en Allemagne et qui travaille dans un centre hyper important d'archives autour de tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et notamment les survivants de la Shoah. Au début du roman, Irène se voit confier une nouvelle mission, restituer les milliers d'objets que le centre a collectés à la libération des camps. Elle va donc devoir mener plusieurs enquêtes pour retrouver les propriétaires de ces objets, leurs familles, leurs descendants ou leurs amis. Et comme on peut s'y attendre avec tout roman dont le contexte est la Seconde Guerre mondiale, ça a été hyper dur à lire. Très émouvant, assez révoltant, mais j'ai adoré cette lecture. Grâce aux enquêtes d'Irène, on découvre certaines anecdotes de la Seconde Guerre mondiale que personnellement je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout Gaëlle Nohain, mais j'ai vraiment adoré la façon dont elle a abordé ces thèmes pourtant très durs. Et sa façon d'écrire est tellement fluide que finalement j'ai dévoré son roman. Je dois aussi vous avouer que j'ai énormément pleuré dès les premières pages. Après j'ai réussi à me mettre dans un espèce de cocon, de carapace pour pouvoir me dissocier de l'histoire que je lisais parce que c'était vraiment très dur. Et même si l'autrice a très certainement inventé ces histoires des personnages qui ont survécu à cette Seconde Guerre mondiale, j'imagine très certainement qu'il y a des personnes qui ont vécu une situation similaire. Si vous aimez les romans historiques qui sont centrés autour de la Seconde Guerre mondiale et qu'on y parle de transmission, de témoignages et d'événements qui se sont réellement passés durant cette période de l'histoire, je vous conseille vivement de le lire, c'était extraordinaire. Et je pense que personnellement, je vais checker d'autres romans écrits par Gaëlle Nohain parce que vraiment, ça a été quasi un coup de cœur. Ensuite, j'ai aussi lu Un abri de fortune d'Agnès Le Digue. Principalement parce que j'avais beaucoup entendu parler de l'autrice. Je sais qu'elle est très prolifique, mais je n'avais jamais rien lu d'elle. Donc c'était l'occasion de me lancer. On va suivre ici plusieurs personnages autour d'un même lieu, une ferme dans les Vosges, je crois, enfin au fin fond des Vosges. Certains sont les propriétaires de cette ferme et d'autres sont des personnes qui ont vécu des moments assez traumatisants de leur vie et qui viennent se reconstruire dans cette ferme. J'aime beaucoup les histoires de reconstruction, de résilience, ça sonnait un petit peu comme du Melissa d'Acosta, donc je me suis dit que ça pourrait énormément me plaire et je me suis énormément trompée. Je ne me suis pas du tout attachée au personnage, j'avais même parfois envie d'en claquer un ou deux. Du coup ça a carrément loupé pour moi, je suis complètement passée à côté. Il y a aussi beaucoup de thèmes importants qui personnellement résonnent beaucoup en moi, comme les féminicides, les violences envers les femmes, les agressions sexuelles, ce genre de choses qui sont très actuelles et j'avais l'impression, j'ai eu la sensation du moins que c'était traité très en surface et finalement c'était plus comme un contexte pour les personnages mais pas une réelle raison d'approfondir l'histoire. En plus de ça, je n'ai pas du tout accroché à la plume de l'autrice et j'ai été assez étonnée puisque encore une fois, elle est quand même très prolifique et très populaire donc je pensais vraiment que ça allait matcher et finalement, bah, pas du tout. Encore une fois, ce n'est que mon opinion et encore une fois, Agnès Le Digue est hyper populaire donc j'imagine qu'il y a énormément de personnes qui adorent ses titres, adorent ses romans mais c'est juste que pour moi c'était pas du tout le cas. Du coup j'étais assez contente de voir que ce n'était pas ce roman qui avait gagné le prix de la catégorie littérature française et que c'était évidemment Melissa d'Acosta qui avait gagné avec son nouveau titre Les femmes du bout du monde. Un roman que je me suis empressée de lire d'autant plus que je l'avais déjà glissé dans ma pile à lire. Dans ce titre, on suit Flore, une Française d'une trentaine d'années qui s'exile carrément en Nouvelle-Zélande, au fin fond de la Nouvelle-Zélande, je dirais même dans les Catlins. C'est dans le sud de l'île du Sud. Au tout début du roman, on la retrouve donc dans le fin fond des Catlins, dans un camping tenu par une mère et sa fille, Autumn et Millie. Et dans ce roman, on va suivre évidemment les différentes relations qui vont se tisser entre les deux néo-zélandaises et la française. Ici aussi, il est question de reconstruction de soi, de résilience, et c'est Melissa d'Acosta, du coup, j'ai encore beaucoup aimé la façon dont ça a été traité. Je dis encore parce qu'elle avait déjà abordé le même sujet d'une façon différente avec ses titres précédents, Je revenais des autres et Les douleurs fantômes, que j'avais aussi beaucoup aimé. Alors, avec Les femmes du bout du monde, je n'ai pas versé ma petite larme, mais je pense que j'étais pas loin. J'ai quand même adoré ma lecture, je pense principalement parce que ça se passait en Nouvelle-Zélande, c'est un pays que j'ai moi-même visité
assez longuement, mais j'y ai retrouvé la Nouvelle-Zélande comme je l'ai connue, comme je l'ai vécue. Si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas forcément apprécié la plume d'Agnès Le Dig ou les histoires qu'elle raconte, mais que vous êtes toujours en recherche d'histoires de résilience et de beauté de la vie, je vous conseille vivement de lire Melissa d'Acosta. Concernant les résultats dans cette première catégorie littérature française, je suis plutôt d'accord. Je sais pas si j'aurais voté pour Melissa d'Acosta ou pour Gaël Nohan parce que j'ai vraiment adoré les deux titres mais qui ne se ressemblent absolument pas. J'ai évidemment eu des ressentis différents. Bref, voilà, je sais toujours pas pour lequel j'aurais voté, le Bureau d'éclaircissement des destins ou Les femmes du bout du monde. Pour moi, ces deux-là méritaient amplement le prix Babelio 2023. On passe maintenant à la catégorie littérature étrangère. Je vais essayer d'être un petit peu plus rapide parce que mine de rien, ça fait déjà une demi-heure que je parle et c'est abusé. Je vais commencer par vous parler de Memphis de Tara Stringfellow. C'est un contemporain / historique, je ne saurais pas trop comment le décrire parce que on suit plusieurs personnages issus d'une même famille mais sur plusieurs générations. Vous l'aurez compris, ça se passe à Memphis, aux États-Unis. C'est d'ailleurs le point central du roman puisque tout se passe autour de cette maison que possède la famille North. On démarre le roman avec le point de vue de Joan. C'est la plus jeune des femmes qu'on va suivre puisque c'est la petite fille en gros. On va suivre aussi sa mère et sa tante ainsi que sa grand-mère et on va même rencontrer son arrière-grand-mère dans un court passage. Petite précision qui a son importance dans le roman puisqu'on va aborder certains sujets qui n'auraient pas été du tout traités si ça n'avait pas été le cas. La famille North est issue de la communauté noire de Memphis, donc ils vivent pas dans les quartiers les plus riches de la ville et forcément les problématiques que ces femmes-là vont rencontrer ne sont pas du tout pareilles si elles avaient été blanches. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Le seul point négatif, je dirais, c'est entièrement de ma faute. Je l'ai emprunté à la médiathèque et je me suis pas du tout rendu compte que je l'avais emprunté en VO, en anglais. Et je pense que si j'avais lu sa traduction française, j'aurais eu un coup de cœur pour ce roman. Je suis tombée amoureuse de la famille, de chacune des générations, de leurs histoires, de leurs problématiques. C'était extraordinaire. On y parle évidemment de racisme, mais aussi de violence envers les femmes, de pauvreté, de ce que ça peut engendrer quand on est noir et pauvre aux États-Unis. Si vous aimez les romans historiques qui se déroulent sur plusieurs générations, je vous le conseille vivement. D'ailleurs, j'avais moi-même failli l'acheter quand je l'avais vu en librairie et j'avais pas le budget, j'avais craqué pour un autre livre et alors c'est pas que je regrette parce que j'ai beaucoup aimé le livre précédent, mais j'aurais adoré m'offrir Memphis. Juste avant ou juste après Memphis, je ne me souviens plus, j'ai aussi lu La sorcière de Limbricht de Susan Smith. Là aussi c'est un roman historique, mais cette fois-ci ça se passe au XVIIe siècle aux Pays-Bas. Là aussi c'est un roman assez féministe puisqu'on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Endgen, qui est une vieille femme. Elle a 74 ans au moment où on la rencontre et elle est accusée, à tort évidemment, d'être une sorcière. Et on va le comprendre très rapidement, elle est accusée de sorcellerie et de magie noire parce que c'est une femme, elle est indépendante et elle a un fort caractère. Elle maîtrise aussi ce qu'on appelle le pouvoir des plantes, c'est-à-dire tout simplement l'herboristerie, et elle aime se ressourcer en allant se balader dans la forêt. Bref, ça ne plaît pas du tout au reste des habitants de son village. Il faut savoir que cette histoire est basée sur des faits historiques puisque Endgen a réellement existé et elle s'est réellement faite arrêter pour suspicion de sorcellerie. Et ce roman retrace le procès d'Endgen, tout ce qui s'est passé avant et qui a amené à ce procès et ce qui s'est ensuite passé après. Je ne vous dirai rien de plus hormis le fait que j'ai vraiment adoré. J'ai eu un coup de cœur réel pour cette histoire dont je n'avais jamais entendu parler. À vrai dire, j'avais même vu passer nulle part ce roman. Je suis aussi tombée amoureuse de la plume de Susan Smith. Elle m'a beaucoup rappelé celle de Madeline Miller qui a écrit Circé et le chant d'Achille. C'est beaucoup de descriptions, c'est poétique. Endgen, comme elle est en prison, elle a le temps de faire pas mal d'introspection et d'essayer de comprendre comment elle en est arrivée là. Bref, gros coup de cœur. Ensuite, toujours un roman qui fait partie de la sélection mais qui n'a pas gagné le prix, j'ai lu très récemment 5 petits indiens de Michel Good. Ça se passe au Canada et on rencontre nos personnages principaux au début des années 60. On va suivre l'histoire de 5 autochtones qui, dans leur jeunesse, se sont vus imposer de vivre dans un pensionnat religieux. À l'époque, le gouvernement canadien forçait les jeunes indiens à aller dans ces instituts, ces pensionnats. Ces 5 personnages sont allés au même pensionnat et on va suivre leur histoire un petit peu pendant
la période où ils étaient dans le pensionnat, mais surtout l'après et comment ils ont fini par vivre, survivre à tout ça. Le sujet abordé m'intéressait énormément, d'autant plus qu'on en avait entendu parler il n'y a pas si longtemps que ça aux informations, et je dois avouer que c'était quand même assez dur. Il y avait beaucoup de thèmes qui étaient abordés et qui sont assez violents. On y parle d'alcoolisme, d'agression sexuelle, de viol sur mineurs, de prostitution. Enfin, c'est assez sordide et en même temps nécessaire. Mais je ne suis absolument pas attachée au personnage et il y a même certains choix que certains personnages ont fait que je n'ai pas du tout compris. Enfin bon, à vrai dire, j'ai l'impression d'être passée un petit peu à côté. Et enfin, le dernier roman dont je vais vous parler, c'est évidemment celui qui a reçu le prix et c'est aussi celui que j'ai lu en dernier. C'est La petite fille de Bernhard Schlink. Ici, ça se passe en Allemagne de nos jours et on suit Caspar, un vieil homme qui vient de perdre sa femme et qui se rend compte en rangeant les affaires de sa défunte épouse qu'elle a eu une vie assez remplie, assez mouvementée avant de la rencontrer. Caspar et Birgit se sont rencontrés en 1965 à l'époque où Berlin était encore séparé par le mur. Lui vivait à Berlin-Ouest et elle à Berlin-Est, donc du côté communiste. En ordonnant donc les affaires de sa femme, il va apprendre que Birgit a eu un enfant qu'elle a abandonné juste avant qu'il la fasse passer en Allemagne de l'Ouest. Très intrigué, il va évidemment mener sa petite enquête pour retrouver ce bébé qui n'est pas le sien et qui est maintenant devenu adulte. Ce n'est pas un spoiler, il va la retrouver et elle est mariée à un néo-nazi et a un enfant. Le vieil homme va s'attacher à cette jeune fille malgré leurs idées politiques assez opposées. C'était assez intéressant de lire ce roman puisque ça représente, je trouve, assez justement ce qui se passe actuellement en Allemagne. Le néo-nazisme prend de plus en plus d'ampleur et il est parfaitement représenté avec cette belle famille. On assiste là donc à un choc des générations, à un choc des cultures et à un choc des idées politiques. C'était assez intéressant et dans ce sens-là, je suis assez d'accord avec le fait que La petite fille ait gagné le prix littéraire. Et en même temps, si on doit choisir par le pur plaisir de lecture, j'aurais voté pour Memphis ou La sorcière de Limbricht parce que j'ai vraiment adoré ces romans féministes. Mais j'avoue que les sujets abordés avec La petite fille sont quand même aussi beaucoup d'actualité et résonnent avec beaucoup d'importance. Donc je comprends qu'il ait eu le prix. C'en est tout pour aujourd'hui. Moi je vous retrouve dans le prochain clip avec les prochaines catégories et les prochaines lectures. Un des deux peut-être. Là, c'est écrit dessus, il y a écrit chorizo sur le premier. Et le deuxième. Ah, c'est ça la tielle. Coucou, je vous retrouve, on est beaucoup plus tard dans l'été puisqu'on est aujourd'hui le 13 août. Mais j'ai énormément avancé dans mes lectures puisqu'il ne m'en reste que 4, dont 2 qui sont quand même relativement courtes. Aujourd'hui, je suis là pour faire un point sur 3 catégories différentes, la catégorie jeunesse, non-fiction et polar et thriller. Je vais commencer par la catégorie jeunesse puisque ça va aller très vite. J'ai lu un seul titre, c'est Les gens sont beaux de Baptiste Beaulieu. Vous connaissez peut-être son nom parce qu'il est aussi très populaire sur Instagram et à la radio. Et moi, même si je le suis pas sur Instagram, je tombe quand même régulièrement sur ses publications et je dois avouer que j'ai un gros coup de cœur pour sa façon de s'exprimer et de choisir ses mots.
Du coup, j'étais très contente de retrouver la même vibe dans son album jeunesse, puisqu'on va suivre une petite fille et son grand-père qui va lui apprendre au fur et à mesure de leur rencontre que finalement on a tous des corps différents et que non seulement c'est normal, mais en plus on devrait vraiment apprendre à s'accepter soi et à accepter les autres tels qu'ils sont. C'est vraiment une ode à la tolérance et c'est écrit avec beaucoup de bienveillance. Et même si c'est un titre jeunesse, c'est une lecture qui est aussi faite pour tout le monde. Ensuite, pour la catégorie non-fiction, j'ai lu 2 titres. Le premier, je l'avais lu bien avant que la sélection soit faite, puisqu'il s'agit de Nos pères, nos frères, nos amis de Mathieu Palin. Je vous en avais déjà parlé dans un précédent update vidéo avec mon bullet journal lecture. Mais ici, Mathieu Palin, qui est journaliste, a rencontré plusieurs victimes et auteurs de violences conjugales pour essayer de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi et comment on en arrive à ce stade-là. Et il démontre aussi à quel point la violence domestique a été complètement banalisée par notre société. C'est un titre qui est hyper révoltant puisque forcément il aborde un sujet très difficile, mais je trouve que tout le monde devrait pouvoir le lire au moins une fois dans sa vie parce que, comme c'est décrit dans le titre, malheureusement on va tous être plus ou moins confrontés un jour ou l'autre à une telle violence. J'ai aussi lu Seul l'espoir apaise la douleur de Simone Veil puisque c'était le lauréat pour cette catégorie. Et que de toute façon, vu le thème abordé, je l'aurais lu quoi qu'il arrive en le voyant dans la sélection. Vous vous doutez bien qu'ici on va parler de la Seconde Guerre mondiale, de la déportation et de la Shoah, mais aussi de ce qui s'est passé avant la déportation et après la libération des camps dans la vie de Simone Veil. Là encore c'est révoltant, mais c'est aussi nécessaire de lire un tel récit. Ici, on y retrouve son témoignage de déportée juive, et je précise parce que c'est super important. Et c'est un sujet qui est abordé assez longuement dans le roman, la différence entre les déportés juifs et les déportés résistants. Si jamais il vous intéresse, sachez qu'il est très court, ça se lit très vite, il fait environ 200 pages. Mais il faut savoir que la lecture peut être parfois un petit peu difficile, déjà par les thèmes abordés évidemment, mais aussi parce que c'est une retranscription d'un témoignage qu'elle a fait face caméra, et du coup on y retrouve quand même beaucoup les hésitations et la façon orale de parler. Donc forcément si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille vivement de le lire. Et je pense que si j'avais lu ce court roman avant de pouvoir voter, j'aurais très certainement voté pour celui-ci. Bon, je vais aller m'attacher les cheveux parce que je suis en train de mourir de chaud. Ouais, bon, désolée pour la coupe de folle, mais bon, j'ai la flemme d'aller me coiffer. Dans la catégorie polar et thriller, j'avais sélectionné 3 titres à lire. Le lauréat évidemment, mais aussi La femme de ménage de Freida McFadden et L'énigme de la Stuga de Camilla Grebe. C'est un thriller psychologique qui se passe en Suède et on va suivre notre personnage principal qui est Like. C'est une mère de famille on ne peut plus normale et à l'occasion d'une fête, on va retrouver dans sa ferme son mari, quelques amis, ses 2 jumeaux de 17 ans et la meilleure amie de ces deux-là. Sauf que, après cette soirée bien arrosée, on va retrouver au petit matin le cadavre de cette jeune fille enfermée dans la Stuga qui est la petite dépendance des jumeaux. Évidemment, personne ne sait qui a tué la jeune Bonnie et surtout comment il s'y est pris puisque le cadavre a été retrouvé dans la Stuga qui était complètement fermée avec les 2 jumeaux et ces jeunes-là assurent qu'ils ne sont pour rien dans la mort de leur meilleur ami. J'ai beaucoup aimé ce thriller que j'ai trouvé vraiment bien construit. Même si j'avoue que la résolution m'a laissé un petit peu sur ma faim, j'ai pas vraiment compris pourquoi la personne avait fait ça. La structure du roman est vraiment sympa puisqu'on va suivre 2 points de vue mais aussi 2 temporalités et les 2 sont mélangés. On va principalement suivre la mère de famille, donc Like, au moment du meurtre de Bonnie mais aussi 8 ans plus tard, le présent donc. Et afin de ponctuer le récit, on va aussi retrouver le point de vue de Manfred, qui est l'enquêteur en charge de résoudre le meurtre de Bonnie. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que l'alternance de ces points de vue et de ces temporalités font grimper au fur et à mesure le suspense et le mystère qui entoure la Stuga. Pour moi, c'était vraiment un page-turner, j'avais sans cesse envie de continuer de lire pour savoir vraiment ce qui s'était passé. En plus, ce trope du cadavre retrouvé dans un lieu entièrement fermé, j'avoue que j'aime beaucoup. Du coup, je suis super contente de l'avoir lu, d'autant plus que je le voyais passer quand même assez régulièrement sur Instagram et qu'il était disponible à ma médiathèque depuis un moment. Donc à chaque fois que j'allais sur le site, je le voyais et j'avais trop envie de le lire. Un autre roman que j'ai sélectionné pour cette catégorie et qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, c'est La femme de ménage de Freida McFadden.
Ici aussi c'est un thriller psychologique puisqu'on va suivre la jeune Millie qui sort de prison, on ne sait pas trop pourquoi, on sait juste qu'elle a fait de la prison assez longtemps. Et évidemment comme c'est une ex-taularde, elle a énormément de mal à trouver du travail et le seul petit job qu'elle arrive à trouver c'est d'être gouvernante et femme de ménage dans une famille assez riche. Et même si elle s'était très bien entendue avec sa patronne le jour de l'entretien, elle va vite se rendre compte que les apparences sont parfois trompeuses. Alors je tiens tout d'abord à dire que sur la page couverture, il est mentionné l'annonce « Derrière les portes closes, elle voit tout ». Et je trouve que c'est une accroche qui est très mensongère. Parce que non, Millie ne regarde pas et n'écoute pas derrière les portes. Au contraire, la majorité de ce qui se passe et de ce qu'elle apprend se passe devant elle. J'ai vraiment beaucoup aimé ce thriller psychologique et pourtant ma lecture c'était un petit peu en dents de scie puisqu'au début j'aimais le ton qui était employé et en même temps il m'a très rapidement lassée. Le roman est découpé en 3 parties. Dans la première partie, qui est la plus longue, on va suivre le point de vue de Millie. Et j'avoue que le ton employé et l'histoire qui se déroulait devant moi, je la trouvais de plus en plus banale. À tel point que je me suis dit, bon si c'est ça tout du long, effectivement je comprends les avis mitigés. Sauf que il y a eu un gros plot twist vers la fin de la première partie et là ça m'a complètement happée. Ça m'a retourné le cerveau et là je me suis dit, ok, je comprends mieux pourquoi on m'exposait l'histoire de telle façon. Et d'ailleurs si c'est vraiment la raison pour laquelle on a employé un tel ton, franchement, coup de génie. Donc si vous cherchez un polar un petit peu léger, je dirais, quelque chose qui peut se lire très rapidement, très facilement, au bord de la plage, au bord de la piscine, je vous recommande vivement de checker La femme de ménage. Et pour finir, j'ai aussi évidemment lu le lauréat pour cette catégorie, qui n'est autre que mon petit chouchou, Maxime Chatham, avec La constance du prédateur. D'ailleurs, je l'ai emmené avec moi à Berlin et je sais pas si vous le voyez, il a pris cher parce qu'il a pris la pluie. Et pour celui-ci, je vais seulement vous lire le résumé parce que j'aurais peur de trop en dévoiler. Ils l'ont surnommé Charon, le passeur des morts. De son mode opératoire, on ignore tout, sauf sa signature singulière, une tête d'oiseau. Il n'a jamais été arrêté, jamais identifié, malgré le nombre considérable de victimes qu'il a laissées derrière lui. Jusqu'à ce que ces crimes ressurgissent du passé dans les profondeurs d'une mine abandonnée. Si ça sent pas le serial killer, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous. J'étais trop contente de retrouver la plume de Maxime Chatham. Je l'attendais depuis un petit moment et je l'avais même acheté au moment de sa sortie d'ailleurs. Je l'avais offert à Noël pour ma maman et j'avais pas eu le temps de le lire depuis. Du coup, quand je l'ai vu dans la sélection, j'ai directement voté pour celui-ci, sans l'avoir lu, sans avoir lu aucun des livres de la sélection. Mais c'est Chatham, j'étais obligée. Et j'étais encore plus contente de voir que c'était lui qui avait gagné le prix et que j'avais une bonne excuse de le sortir de ma pile à lire et de le lire. Dans ce titre-là, on retrouve Ludivine Vanquet qu'on avait déjà rencontré dans plusieurs tomes. La conjuration primitive, La patience du diable et L'appel du néant. Donc celui-ci c'est bien le 4e où on retrouve Ludivine. Donc celui-ci c'est le 4e livre et on retrouve Ludivine qui vient d'intégrer le département des sciences du comportement français. Et moi on me dit serial killer, sciences du comportement, profiler. Ne m'en dites pas plus, c'est bon, vous l'avez vendu. D'ailleurs si vous souhaitez le lire, sachez que même si c'est le 4e tome où on retrouve Ludivine, vous pouvez le lire avant les 3 premiers autres, tous les tomes sont évidemment indépendants. Et la découverte de celui-ci ne spoile pas vraiment ce qui se passe dans les 3 premiers tomes. Alors évidemment, j'ai adoré et évidemment, je ne regrette pas du tout d'avoir donné mon vote pour ce titre. Ceci dit, je suis restée un chouïa sur ma faim avec la résolution de l'enquête. Et en même temps, ça me paraît tout à fait logique, d'autant plus que, comme on dit, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Et du coup, j'ai adoré ma lecture. Et puis bon, soyons honnêtes, hein, je suis pas déçue par la fin de ce titre, mais juste... ouais, un petit peu restée sur ma faim. Bon, et pour ce qui est de savoir si oui ou non, j'aurais toujours voté pour celui-ci ou pour un autre après avoir lu les plusieurs livres de cette sélection, j'avoue que j'hésite parce que ces 3 titres m'ont tous beaucoup plu, je pense au même niveau. Même si, avec le recul, j'ai l'impression que La femme de ménage me trotte un petit peu plus en tête que les autres. Je sais pas, je pense que c'est le fait que je m'ennuyais presque et qu'avec le plot twist, ça m'a complètement vrillé le cerveau. Je sais pas, il m'a peut-être plus marqué que les autres. Je crois que j'aurais eu un vrai dilemme au moment du vote si j'avais déjà lu ces romans. Ces 3 titres mériteraient d'avoir le prix Babelio 2023 dans la catégorie Polar et Thriller.
Voilà, j'en ai presque fini pour aujourd'hui. Je voulais juste mentionner que hier soir, j'ai regardé My Dear Fucking Prince sur Amazon Prime. J'avais pas du tout l'intention de le regarder au début, d'autant plus que j'ai pas lu le roman non plus, mais à force de le voir passer sur Instagram, notamment à cause des éditions Lumen, et je dis bien à cause parce qu'ils ont vraiment spammé de fou, et je le voyais aussi beaucoup passer sur Facebook, donc ben, j'avoue que je me suis laissée tenter et je me suis fait une petite soirée où je l'ai lancé, et franchement, moi qui n'aime pas les romances, et moi qui ne regarde pas la télé, eh ben... j'ai passé un super moment. Et j'ai beaucoup ri, et j'ai encore plus pleuré. Mais, eh ben, étonnamment, c'était super bien. Voilà, je voulais juste le mentionner. Je retourne lire Just Wanna Be Your Brother. J'aimerais bien beaucoup avancer, voire le finir. Ce soir, ça me paraît ambitieux, sachant qu'il est déjà 16 h. Mais bon, avant le 15 août, ce serait pas mal. Allez, à plus tard! Ferdinand. Erstverkaufte Show. Kennt irgendjemand von euch das Album Cargo? Das wird getestet. Coucou, je vous retrouve pour clôturer enfin ce vlog. On est le 13 septembre, ça fait presque un mois que je ne vous ai pas pris. Ça fait un petit moment que j'ai terminé de lire tous les livres pour mon challenge Babelio, mais le dernier en date, l'un des derniers en date, m'a complètement fracassée émotionnellement, et du coup ça a été très compliqué pour moi de me dire qu'il fallait que je vous filme ça sans me mettre à pleurer. Du coup j'ai laissé passer un petit peu de temps. Il me reste à vous parler de 3 catégories différentes. La première, c'est roman d'amour. Puis il faut aussi que je vous parle de la section imaginaire et de la section jeune adulte. Je vais commencer tout de suite par la catégorie roman d'amour puisque ça va aller très vite. Vous vous souvenez peut-être dans l'introduction, je vous avais dit que j'avais l'intention de lire le lauréat qui était le tome 2 de Captive, écrit par Sarah Riven. Et je vous avais dit que comme c'était un tome 2 et qu'en plus c'était un roman d'amour, j'étais déjà pas certaine d'accrocher. D'autant plus qu'on partait dans de la dark romance, c'est encore moins mon truc. Et comme c'était le tome 2, il fallait d'abord que je lise le premier tome, puis le tome 1.5. C'est un tome intermédiaire, mais en même temps c'est obligatoire de le lire. Je comprends pas pourquoi l'autrice n'a pas fait le tome 1, 2, 3 et 4, une chronologie normale en soi. Mais bon, tout ça pour vous dire que j'ai acheté Captive tome 1, j'ai commencé à le lire. J'ai lu 50 pages et je me suis arrêtée là. C'était juste pas possible du tout. On part effectivement dans de la dark romance et déjà la romance c'est pas pour moi. Mais en plus quand c'est une relation hyper toxique, que le mec vous tabasse et que c'est absolument normal pour tout le monde, non, pas pour moi. Donc je me suis épargné ça et j'ai tout de suite arrêté, j'ai revendu tout de suite mon exemplaire et j'ai complètement abandonné ce projet de lire Captive, donc le tome 1, le tome 1 et demi et le tome 2 qui était donc le lauréat pour la catégorie roman d'amour. Mais comme j'avais dit que je lirais quand même quelque chose pour la catégorie roman d'amour, eh bien je me suis accrochée et j'ai mis la main sur le Clarisse Sabar qui était dans la catégorie Sous un ciel étoilé, publié chez Charleston. J'ai souvent entendu parler de cette autrice mais je n'avais jamais lu un seul de ses textes. Donc c'était l'occasion ou jamais, d'autant plus que là certes c'est un roman d'amour mais c'est aussi et surtout une comédie romantique de Noël. Après une relation toxique, je pense que c'était le meilleur des choix. Ici on suit Chloé qui a 30 ans et qui vit à New York, elle s'est expatriée, c'est une Française expatriée. Et elle revient en France dans sa famille pour les fêtes de Noël parce qu'elle vient de se faire larguer. Son chéri c'est un auteur très connu aux États-Unis et il se trouve que c'est aussi plus ou moins son collègue de travail puisqu'elle travaille dans la maison d'édition où cet auteur est publié. Personne ne savait qu'ils se fréquentaient jusqu'à ce que son patron découvre plus ou moins le pot aux roses et que du coup elle décide de démissionner. Donc les fêtes de fin d'année pour Chloé ça commence hyper mal puisqu'elle vient de perdre à la fois son chéri et son travail.
Bref, elle revient en France pour passer des fêtes de fin d'année en famille. Elle va donc retrouver ses parents, leur chien, sa sœur aînée et sa sœur jumelle. Et on va découvrir un petit peu toutes les relations amoureuses de ces différents personnages en suivant évidemment principalement celle de Chloé. Elle va plus ou moins se rapprocher du très beau et très mystérieux Théo qui est là pour les vacances lui aussi, mais elle va avoir du mal aussi à oublier son ex qui revient plus ou moins dans les parages. Bref, à cette ambiance d'amour sous les flocons de Noël, vous pouvez aussi rajouter un petit soupçon de concours de pull moche et une disparition de nain de jardin. C'était tout mignon, assez rafraîchissant, évidemment comme c'est de la romance, c'est quand même pas mon roman préféré, mais bon, j'ai survécu. Et j'en ai profité pour découvrir donc La Plume de Clarisse Sabar que je ne connaissais pas et franchement, ben ça se lit tout seul. J'imagine que c'est pas forcément le même type de narration que sur ses autres textes. Du coup, je me laisse la possibilité de lire d'autres titres de cette autrice. Mais pour celui-ci, si vous cherchez une comédie romantique de Noël pour le Cold Winter Challenge par exemple, ou pour votre pile à lire de l'hiver, eh bien je vous le recommande, ça reste quand même tout mignon. C'est un peu la même ambiance que les feuilletons de Noël qu'on a à la télévision à cette période. Du coup pour moi ça tombe sous le sens, évidemment j'aurais voté pour ce titre-là plutôt que pour Captive pour gagner le prix pour la catégorie roman d'amour. Pour la catégorie imaginaire, il faut que je vous parle de 4 ou 5 livres, vous allez le comprendre tout de suite. Tout d'abord un retour rapide sur 13 de la mer Émeraude de Brandon Sanderson, c'est le premier de ses projets secrets qui est sorti au début de l'année 2023 en France et partout dans le monde en même temps en fait. Là aussi c'était mon premier roman de l'auteur que j'avais vraiment hâte de découvrir. Et j'avoue que je suis un petit peu mitigée, vous le savez peut-être déjà si vous avez lu ma vidéo update lecture de juin et juillet je crois. J'avais pas beaucoup aimé le côté conte pour adultes du roman, alors je sais pas si c'est quelque chose que je vais retrouver dans tous les romans de Brandon Sanderson, j'espère que non, mais peut-être que c'est la vibe que je vais retrouver dans les projets secrets. Je sais pas, j'ai le second qui est dans ma pile à lire, il est quelque part dans ma bibliothèque. J'ai bien l'intention de mettre la main sur le troisième parce qu'il m'intéresse plutôt pas mal et le quatrième et dernier est pas encore sorti. Mais bon, je sais pas, je verrai par moi-même. En attendant donc pour 13 de la mer Émeraude, j'étais assez mitigée, mais il faut avouer que j'ai beaucoup aimé le world building, puisque 13 vit sur une île au milieu d'une mer de sport. Oui, vous m'avez bien entendu, la mer n'est pas composée d'eau, mais de sport, des choses très volatiles qui sont somme toute très dangereuses. Si ces spores-là entrent en contact avec de l'eau, de la salive, de la transpiration, bref, une matière liquide, eh bien elles explosent et elles peuvent vous tuer. Il est interdit à quiconque de s'échapper de l'île sur laquelle 13 vit, mais par amour, elle va se retrouver obligée de quitter son île natale. Et au gré de ses aventures, elle va découvrir qu'il y a d'autres mers de sport qui peuvent être encore plus dangereuses que celles qu'elle connaît déjà. Vous vous en doutez, si je vous parle de mers de sport, c'est qu'on va beaucoup retrouver l'univers de piraterie, mais aussi une sorcière mal intentionnée, un dragon et même un rat qui parle. Voilà, comme je vous le disais pour moi, sympa mais sans plus. J'ai quand même aimé certains des personnages, pas forcément 13 que je trouvais parfois un peu nunuches. Mais j'aimais beaucoup le personnage du rat et un autre personnage qui se trouve être notre narrateur. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas gâcher la surprise, mais on part sur une narration un petit peu spécifique. Comme je vous le disais, j'ai beaucoup aimé le world building, la mer de sport, la piraterie, mais j'ai aussi beaucoup aimé, ça m'a beaucoup amusé, les malédictions qui peuvent être lancées. Je pense notamment à une malédiction spécifique, si vous l'avez lu, vous savez déjà de quoi je parle. Mais il y a un des personnages dans l'histoire qui est maudit. Quand on le rencontre, il est déjà maudit depuis un moment et sa malédiction est hyper drôle. Certainement pas pour lui, mais moi j'étais tordue de rire à chaque fois qu'on le retrouvait. Un autre titre que j'avais déjà lu avant de voir la sélection, c'est La Cité diaphane d'Anouk Faure, publié aux éditions Argile. Et là on change complètement d'ambiance puisqu'on va se retrouver dans un univers très sombre, très angoissant. Mais là aussi on va parler de malédiction. Comme ça fait longtemps que je l'ai lu, j'aurais vraiment peur de vous spoiler, donc je vais vous lire une partie du résumé, ce sera beaucoup plus facile. Merveille architecturale élancée vers le ciel, Roche Étoile a connu la splendeur et la chute. La cité sainte de la déesse sans visage est maudite, réduite à l'état de nécropole brumeuse depuis que les eaux de son lac et de ses puits se sont changées en poison mortel. 7 ans après le drame,
L'archiviste d'un royaume voisin se rend dans la cité défunte avec pour mission de reconstituer le récit de ses derniers jours. Mais il s'avère bientôt que Roche-Étoile abrite encore quelques âmes, en proie à la souffrance ou à la folie, et celles-ci ne semblent guère disposées à livrer leur témoignage. C'est un court roman qui fait un poil plus que 250 pages et je dois avouer que la construction de l'univers en si peu de pages est tout simplement incroyable. On est tout de suite plongé dans ce monde gothique à l'ambiance très angoissante. Comme dans 13 de la mer Émeraude, on va retrouver une narration très spécifique. Et pareil, je ne vous en dis pas plus, j'aurais trop peur de vous gâcher la surprise. Mais je dois avouer que je n'ai absolument rien vu venir et pour moi, les renversements de situation, les plot twists ont été tout simplement ahurissants. J'ai adoré me faire balader par l'autrice et par le narrateur. Si vous êtes en recherche d'une lecture gothique, c'est vraiment un titre que je vous recommande. Petit bémol peut-être, le narrateur emploie un registre très soutenu, donc ça peut être assez compliqué de comprendre de quoi il s'agit, mais en même temps, ça sert complètement notre histoire et notre plongée dans ce monde. Personnellement, ça ne m'a pas dérangé, au contraire, ça m'a encore plus aidé pour mon immersion. Ah oui, et le livre est aussi illustré avec certaines gravures de l'autrice. Je vais essayer de vous en trouver une. Quand je vous dis que c'est une fantaisie gothique et angoissante. Bref, du coup, j'étais trop contente de le retrouver dans la section imaginaire et je pense que je l'aurais même vu dans la catégorie littérature française parce que le niveau de littérature, là, franchement, il est bien plus élevé que ce que j'ai pu lire dans la section littérature française, justement. J'ai aussi lu la nouvelle série de Becky Chambers, c'est pour ça que je vous disais 4 ou 5 livres, puisque j'ai lu le premier tome, Un psaume pour les recyclés sauvages, et le second que je vais vous mettre juste ici, je l'ai emprunté à la médiathèque, c'est Une prière pour les cimes timides. C'était le tome 2 qui concourait dans la sélection, mais moi je n'avais pas lu le premier, donc du coup je l'ai acheté et j'ai pu emprunter le deuxième pour pouvoir lire la saga complète. Je vais vous lire le résumé du tome 1, ce sera beaucoup plus parlant pour tout le monde. Voilà des siècles, les robots de Panga ont accédé à la conscience et lâché leurs outils. Voilà des siècles, ils sont partis ensemble dans la forêt et nul ne les a jamais revus. Voilà des siècles qu'ils se sont fondus dans les mythes de l'humanité. Un jour, la vie de Dex, moine de thé, est bouleversée par l'arrivée d'un robot qui, fidèle à une très vieille promesse, vient prendre des nouvelles. Il a une question à poser et ne rejoindra les siens qu'une fois satisfait de la réponse. La question, de quoi les gens ont-ils besoin ? Mais la réponse dépend de la personne à qui on parle et de comment on pose la question. La nouvelle série de Becky Chambers s'interroge. Dans un monde où les gens ne manquent de rien, à quoi sert d'avoir toujours plus ? Je dois avouer que quand j'ai commencé à le lire, j'étais un petit peu mitigée. Je me disais, ouais, bof, ok, ouais, c'est sympa, mais sans plus. Et au plus je plongeais dans ma lecture, au plus j'appréciais ce monde complètement utopique avec ces questions philosophiques qui ressortaient de la rencontre entre Dex et Omphale. Maintenant que j'ai laissé passer plusieurs jours entre ma lecture et le tournage de ce vlog, je peux vous dire que j'apprécie beaucoup plus le fait de l'avoir lu. Entre le tome 1 et le tome 2, il y a environ 250 pages à tout casser puisque ce sont 2 novellas, donc ça reste très très court. Et pourtant, la construction du monde et de cette utopie m'a complètement bluffée. J'ai adoré les personnages, que ce soit Dex, Omphale et les autres personnages secondaires qui viennent graviter autour de ces deux-là. La série nous pousse à nous poser des questions philosophiques, que ce soit au niveau de notre société ou au niveau de nous-mêmes en tant qu'individus. Mais malgré toutes ces questions philosophiques, ça reste quand même hyper doux à lire, c'est un vrai petit cocon. D'ailleurs, je sais d'avance que non seulement je vais garder mon tome 1, mais en plus j'essaierai de mettre la main sur le tome 2 pour pouvoir l'avoir dans ma bibliothèque et pouvoir relire à l'occasion cette petite saga parce que vraiment, c'était vraiment trop chou. D'ailleurs, opinion à contre-courant, mais qui peut vous aider à vous faire une idée un petit peu plus précise, ça m'a beaucoup fait penser au Petit Prince de Saint-Exupéry, dans le sens où j'ai vraiment pas aimé le Petit Prince et je n'arrive toujours pas à comprendre comment il y a autant de monde qui apprécie ce roman. On m'avait vendu ça comme un texte philosophique, doudou, avec plusieurs lectures et j'avais été hyper déçue. Et tout ce que je croyais retrouver dans le Petit Prince, eh bien je l'ai finalement découvert dans Un psaume pour les recyclés sauvages et Une prière pour les cimes timides. Voilà, c'est fait, vous avez le droit de me pourrir dans les commentaires, mais je n'aime pas le Petit Prince. Bon, je sais pas si ça s'entend à la vidéo, je suis désolée si c'est le cas, vous entendez peut-être des cris, des hurlements. C'est mon voisin qui a des problèmes de gestion de la colère.
J'espère vraiment que vous l'entendez pas fort parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il est juste derrière la porte. Et pour finir avec cette catégorie, j'ai aussi évidemment lu le lauréat Contes de fées de Stephen King, publié aux éditions Alors Michel. Et là, je suis désolée de le dire, mais on atteint le summum de la déception. Je suis quasi sûre que c'était mon premier Stephen King. Si j'en ai lu un autre, eh bien je ne m'en souviens pas parce que ça devait être il y a très longtemps. Dans ce roman-là, on va suivre le jeune Charlie qui a 15, 16 ou 17 ans. Enfin, il est très jeune, il est au lycée. C'est le jeune garçon mignon, intelligent, très doux, qui est très populaire. Et un beau jour, il va découvrir un escalier en colimaçon qui s'enfonce dans les sous-sols et qui donne accès à un monde parallèle, un monde de contes de fées. Voilà, ça c'est le résumé de base. Il faut savoir que Charlie, quand il découvre cet escalier en colimaçon, eh bien, il s'est passé environ 50% du livre. Il y a toute une intro qui est quand même importante, mais qui prend énormément de place. Donc je dirais que la bonne première partie du bouquin, c'est l'intro finalement. Et c'est vraiment l'un des reproches que je vais faire à ce titre. Il est beaucoup trop long, il fait 750 pages je crois. On aurait pu facile retirer 150-200 pages. Pour la compréhension de l'histoire, ça n'aurait absolument rien changé, mais ça aurait été beaucoup plus digeste. Et en termes de construction de l'univers, j'ai été aussi hyper déçue. Bon, déjà, c'est du fantastique, donc Charlie, il évolue dans un monde comme le nôtre. Je dirais même qu'il évolue dans notre monde, c'est absolument clair, il évolue dans notre monde, et je n'ai absolument pas de souci avec ça. Le problème, c'est que ce monde parallèle dans lequel il va finalement aller, eh bien, c'est un mélange de différents contes de fées que Stephen King a carrément pompé et recraché direct dans son texte. D'ailleurs, finalement, le titre était absolument pas mensonger. Contes de fées. Mais du coup, il n'y a absolument rien de nouveau là-dedans et ça a été aussi une assez grosse déception. J'avoue que je m'attendais un petit peu à ne pas aimer puisque j'avais vu certains retours sur les chaînes anglophones de personnes qui l'avaient déjà lu en anglais forcément et les retours étaient pas forcément plus élogieux que le mien. Mais je voulais me faire mon propre avis, d'autant plus que comme il était lauréat de la catégorie imaginaire, je me suis dit qu'il y avait peut-être des chances que je l'apprécie malgré tout. Mais non, c'est pas passé, même si je suis allée jusqu'à la fin. Pour moi, Contes de fées a clairement été élu le vainqueur parce que écrit par Stephen King, et donc je pense que quand on dit Stephen King, on dit valeur sûre, mais en fait, pour moi, pas du tout. Du coup, si je devais faire un choix maintenant, je choisirais très certainement La Cité diaphane ou peut-être la série de Becky Chambers, je sais pas trop encore. Je pense que je verrai quand même plus La Cité diaphane dans la catégorie littérature française parce que vraiment c'est un coup de génie incroyable et j'ai aussi vraiment beaucoup aimé Histoire de moine et de robot. On termine ce vlog avec une dernière catégorie et non des moindres puisqu'il s'agit de la catégorie jeune adulte. Et si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que tout ce qui est jeune adulte, d'habitude, je n'accroche pas trop. Mais là, c'est vraiment la catégorie qui m'a fait le plus vibrer. J'ai d'abord lu Les Sœurs Holo de Crystal Sutherland, publié aux éditions Rajo. Celui-ci, je l'avais dans ma pile à lire depuis sa sortie. Je me l'étais fait offrir à Noël. Et surtout, je l'avais dans ma wishlist depuis sa sortie en anglais, puisque j'avais suivi les avis de booktubeurs anglophones qui l'avaient beaucoup apprécié. En plus, vu sa couverture, eh bien, désolée, je suis superficielle, mais je trouve vraiment trop beau. Mais d'ailleurs, en parlant de couverture, il ne faut pas s'y fier, ce n'est pas si mignon que ça en a l'air. Dans ce titre, on va suivre Iris, qui est la plus jeune des sœurs Holo, et ces trois sœurs-là sont tristement célèbres puisqu'elles ont disparu il y a environ 10 ans. Elles ont disparu très mystérieusement et elles sont réapparues un mois plus tard, tout aussi mystérieusement, à l'endroit même où elles s'étaient volatilisées. Cette disparition-réapparition les a complètement transformées puisqu'elles ont désormais toutes les trois les cheveux blancs, les yeux noirs et une cicatrice en forme de croissant de lune au creux du cou. De nos jours, Iris a 17 ans et il se trouve que son aînée, Grey, a de nouveau disparu. Avec son autre sœur Vivi, elle va devoir mener l'enquête pour retrouver Grey et elle va se rendre compte que tout ça est très certainement lié à sa première disparition. Bon alors là clairement si vous cherchez une lecture pour votre Pumpkin Autumn Challenge qui soit dans une ambiance macabre, étrange, angoissante, en plus de La Cité diaphane, vous pouvez rajouter Les Sœurs Holo. C'est du young adulte certes, mais c'est hyper sombre et hyper angoissant. Je dirais même que c'est aux frontières de l'horreur. D'ailleurs, il y a énormément de vocabulaire autour du macabre, un grand champ lexical autour de la pourriture. Vraiment, ça m'a parfois mis mal à l'aise. J'ai dû une ou deux fois arrêter ma lecture et aller prendre un grand bol d'air frais.
Pourtant, je suis vraiment pas sensible aux choses dégueulasses, surtout quand je les lis, mais là, c'était vraiment malaisant. En tout cas, j'étais vraiment contente de le sortir enfin de ma pile à lire, d'autant plus que ça a été une lecture que j'ai vraiment appréciée. Et je pense que vous allez très souvent le retrouver dans mes recommandations. J'ai aussi lu Absolu, Les Mobilisés, le tome 1, une nouvelle trilogie écrite par Margot de Seine et publiée aux éditions Big Bang. Celui-ci, on l'a vu fleurir partout sur Instagram, sur Booktube, tout le monde l'a lu et où tout le monde veut le lire. Et j'avoue que j'étais assez ambiancée par la hype, mais j'ai tendance à m'intéresser aux choses ultra populaires une fois que la grande vague est passée. Que ce soit pour les livres, les séries, la musique, je suis tout le temps comme ça. Du coup, même si ce tome 1 m'intéressait énormément, eh bien je ne l'ai pas lu à sa sortie et j'avoue que s'il n'avait pas été dans la sélection, je l'aurais procrastiné encore un petit peu. Mais heureusement pour moi, il était dans la sélection et heureusement pour moi, je l'ai lu. Vous vous en doutez, je dis heureusement parce que j'ai adoré. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, ça a été un véritable coup de cœur. Ici, c'est de la science-fiction, mais ça reste très léger, très facile à comprendre et on est surtout dans un monde dystopique. Si mes calculs sont bons, on est en 2074. On va suivre différents personnages qui font partie de ces jeunes gens qui sont mobilisés afin d'être envoyés dans l'ancienne ville de Varsovie. La capitale a été complètement vidée de ses habitants depuis plusieurs décennies à cause d'un monstre sanguinaire qui veut tuer tout le monde. L'autrice reprend là évidemment le mythe de Minotaure et du labyrinthe, mais à la sauce science-fiction puisqu'on va plutôt se diriger sur une expérience scientifique qui aurait mal tourné. Comme je vous le disais, j'ai adoré ce roman. D'ailleurs, si vous aimez les titres qui peuvent ressembler à Hunger Games, clairement, il faut lire Absolu. Même si celui-ci a son identité propre, évidemment, c'est pas un Hunger Games à la française. On suit ici différents points de vue, certains des jeunes mobilisés qui viennent d'être envoyés à Varsovie, et d'autres, je ne vous en dis pas plus, sinon ça risquerait de vous gâcher la surprise. J'ai aussi adoré la psychologie des personnages, ils ont tous leurs différents caractères et différentes aptitudes qui peuvent les aider ou pas dans Varsovie. J'ai vraiment trop hâte de lire la suite, d'ailleurs je crois que je l'ai glissé dans mon Pumpkin Autumn Challenge, il sort en novembre 2023 donc il y a des chances que je me jette dessus assez rapidement. Et en parlant du Pumpkin Autumn Challenge, si vous n'avez toujours pas lu le tome 1 d'Absolu, vous pouvez le glisser dans la catégorie Rocket Raccoon on the Run, puisque vous allez carrément couvrir les mots-clés expérience scientifique, mutation et gardien. Et enfin, le dernier titre que j'ai lu dans cette catégorie et dans mon challenge Babelio, c'est Just Wanna Be Your Brother de Nin Gorman et Mathieu Guibé, là aussi publié aux éditions Albin Michel. Décidément, Albin Michel, gros sponsor des lauréats pour le prix Babelio 2023. C'est le spin-off de Ashes Falling from the Sky, écrit par le même duo d'auteurs et publié chez la même maison d'édition. Moi, je n'avais pas lu la duologie et avec le recul, je suis bien contente de ne pas l'avoir fait, puisque ce spin-off se passe avant la duologie. Tout ça pour vous dire que si vous n'avez pas lu Ashes Falling from the Sky et que vous souhaitez démarrer la lecture de cette saga spin-off, je vous conseille vivement de commencer par le spin-off, comme ça vous ne vous spoilerez pas. Et si vous avez lu la duologie mais que vous souhaitez lire Just Wanna Be Your Brother, franchement allez-y, vous ne serez pas déçus. Sachez juste que vous serez spoilé finalement tout au long du roman puisqu'on va suivre le personnage de Zach. Et je ne dirai rien de plus au sujet de ce personnage au risque de vous gâcher votre expérience de lecture que vous ayez lu ou non la saga. Bref, comme je vous le disais, on va suivre le personnage de Zach tout au long du lycée, de sa première année à sa 4e année, puisque ça se passe aux États-Unis et que donc le lycée pour eux c'est 4 ans. On le rencontre donc tout adolescent qu'il est à la rentrée de sa première année au lycée. On va avancer avec lui dans la vie avec tous les sujets qui importent quand on est adolescent. Les premiers amours, la découverte de la sexualité et tous les tracas qu'on peut se poser en se disant ok, la vie d'adulte, c'est bientôt. On aborde aussi avec beaucoup de douceur et d'empathie le sujet du deuil. Et franchement, j'ai adoré ce roman. D'ailleurs, la dernière fois qu'on s'est vu sur le clip précédent, j'étais à environ un tiers du roman et je vous avais dit, bon, il est 16-17 heures, je vais essayer d'avancer un petit peu. Eh bien, sachez que je l'ai terminé dans l'après-midi. J'ai dévoré les 2 tiers qui me restaient et j'étais littéralement en PLS à la fin. Je crois que je me suis rarement autant attachée à un ou plusieurs personnages de roman, à tel point qu'arrivée à la fin de ce roman, j'étais complètement démolie émotionnellement parlant. Moi qui suis une Madeleine, j'ai rarement autant pleuré
pendant ma lecture, à la fin de ma lecture et plusieurs jours après l'avoir terminé. Vous l'avez compris, c'est à cause de ce livre que j'ai dû reporter plusieurs fois le tournage de cette fin de vlog parce que je ne pouvais vraiment pas en parler sans avoir les larmes qui montaient et c'était juste... Enfin franchement c'était pas possible. J'ai vraiment envie de lire la duologie Ashes Falling from the Sky puisque j'ai adoré cette plume à quatre mains entre Neil Gaiman et Mathieu Guibé, mais en même temps j'ai tellement souffert avec ce spin-off que j'ai peur de souffrir de nouveau avec la duologie et oui, je la lirai, mais quand? Pas tout de suite. D'abord, j'ai un gros travail de reconstruction à faire. Bon, et pour ce qui est du vote, si je devais voter là maintenant, eh bien, je ne saurais pas voter entre Les Sœurs Hollow, Absolu, le tome 1 et Just Wanna Be Your Brother. Pour moi, chacun mérite d'être le lauréat de cette catégorie. Chaque lecture a été incroyable dans son univers, que ce soit du fantastique presque gore, de la science-fiction dystopique ou du contemporain. Ils ont chacun leur univers spécifique, bien qu'ils soient tous catégorisés jeunes adultes. Mais chaque lecture a été soit un coup de cœur, soit un quasi coup de cœur. Vraiment... Moi j'ai envie de vous dire, lisez les trois. Ça y est, il est réellement temps de clôturer ce vlog Challenge Babelio 2023. Pour ce challenge, sachez que j'ai lu 22 livres et je ne compte pas Captive puisque j'ai lu 50 pages sur plus de 500. Et très honnêtement, même si ça s'est bien passé et que j'ai lu beaucoup de livres que je ne pensais pas lire en premier lieu, que j'ai eu aussi beaucoup de jolies découvertes, voire des gros coups de cœur, je crois que l'année prochaine, je le ferai c'est sûr, mais je ne lirai clairement pas autant de livres cette année-là. J'ai vraiment abusé cette année avec une pile à lire monstrueuse. J'espère aussi que l'année prochaine, j'aurai lu beaucoup plus de titres présents dans les différentes sélections pour que je puisse faire déjà un choix un petit peu plus facilement et que je puisse vous présenter des recommandations ou des lectures suite à ce challenge sans que ça prenne 3 mois comme c'est le cas actuellement. Sinon, eh bien, c'en est tout pour aujourd'hui. J'espère très sincèrement que mon voisin ne vous aura pas dérangé. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, il y a un autre vlog qui est en cours de tournage. Je pense que vous l'aurez très bientôt sur la chaîne. Nous, on se dit à très vite et je vous dis bye bye!